Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le discours percutant du président guinéen de transition à l'Assemblée générale des Nations Unies, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est illustré comme un fervent défenseur des intérêts du continent. Il a dénoncé l'échec d'un modèle de gouvernance imposé selon lui par l'Occident à l'Afrique. La visite du pape François en France, le souverain pontife a notamment appelé à l'accueil et au sauvetage des migrants qui constituent pour lui un devoir d'humanité. Et puis focus sur le système de santé au Sénégal, un système que les autorités entendent renforcer, non seulement par la construction d'infrastructures, mais aussi par la digitalisation. Mais tout d'abord, après le drame, l'heure est à la reconstruction en Libye. Le gouvernement de l'Est libyen a annoncé la tenue le 10 octobre prochain d'une conférence internationale en vue de reconstruire Derna. Le rendez-vous est prévu dans cette même ville dévastée par les inondations provoquées par la tempête Daniel. Un drame survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre. L'enjeu de cet événement, présenter à la communauté internationale des projets modernes et rapides pour la reconstruction de la ville, selon un communiqué officiel. La tenue de cette conférence pourrait néanmoins se heurter à la crise politique qui perdure, crise notamment marquée par la présence de deux gouvernements rivaux. Rappelons que depuis le passage de la tempête, le bilan humain est encore incertain. D'après les derniers chiffres divulgués par le ministre de la Santé de l'Est, les inondations ont causé la mort de 3351 personnes. L'Organisation internationale pour les migrations dénombre par ailleurs plus de 43 000 personnes déplacées. L'Afrique de papa, la vieille Afrique, c'est terminé. Ce sont les mots prononcés par le président guinéen de transition Mamadi Doumbouya devant la tribune des Nations Unies ce jeudi 21 septembre. À la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York, le chef de la junte guinéenne s'est livré un discours percutant où il a dénoncé le modèle de gouvernance appliqué à l'Afrique, un modèle de démocratie imposé selon lui par l'Occident et qui ne correspond pas selon lui à la réalité et aux coutumes du continent, un sujet de la rédaction. Il a troqué son uniforme militaire pour un boubou. Ce jeudi 21 septembre à New York, le chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya s'est à son tour exprimé à la tribune de l'ONU. Un discours sans filtre où il s'est notamment illustré comme un fervent défenseur des intérêts du continent. En s'adressant à la communauté internationale, il a dénoncé l'échec du modèle démocratique occidental imposé selon lui à l'Afrique. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, le président de transition a en toute logique abordé la succession de putsch en Afrique. Après le deuxième coup d'État au Mali en mai 2021, l'épidémie a ensuite gagné la Guinée en septembre de la même année. Une épidémie qui s'est ensuite propagée au Burkina Faso et au Niger. Face à cette contagion qui a récemment touché le Gabon, le chef de la junte a aussi invité la communauté internationale à se pencher sur les causes profondes de cette expansion. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. La restitution du pouvoir aux civils en Guinée est prévue pour la fin de l'année 2024. À l'issue de cette période, le président de transition a assuré qu'il quitterait le pouvoir.
Lui aussi s'est exprimé à la tribune de l'ONU. Ce 20 septembre, le président congolais Félix Tshisekedi a plaidé en faveur d'un retrait accéléré de la MONUSCO, la mission de l'ONU déployée dans le pays depuis 1999, autrefois sous le sigle de MONUC. Pour le chef de l'État, le déploiement des casques bleus n'a pas permis de stabiliser l'Est congolais, secoué par des attaques des groupes armés. Mildred Diallo. Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. C'est la position prise par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le 20 septembre 2023, à la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations unies, en cours à New York. Le chef d'État congolais a en effet demandé le départ rapide de la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, déployée dans l'est du pays depuis 1999. Il a pointé du doigt l'incapacité de la force onusienne d'environ 15 000 soldats à faire face aux conflits armés dans le pays et dans la région des Grands Lacs et à protéger les populations civiles. Il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations unies pour leur soutien et leur partenariat. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. Dans un courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations unies le 1er septembre 2023, le président Tshisekedi a demandé de ramener le délai de retrait de la MONUSCO de son pays de décembre 2024 à décembre 2023. Pour le dirigeant congolais, c'est une étape cruciale visant la consolidation des progrès réalisés et à apaiser les tensions, tout en félicitant les sanctions infligées par les États-Unis au Rwanda. Il a réitéré sa demande à l'ONU de poursuivre les auteurs des crimes de guerre et contre l'humanité ainsi que des violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ces appels interviennent alors que la MONUSCO fait l'objet de vives critiques en RDC. Le 30 août 2023, plus de 50 personnes ont trouvé la mort dans la ville de Goma lors de la répression d'une manifestation contre la mission onusienne de maintien de la paix. Rappelant les progrès entrepris par la RDC, le chef d'État a évoqué le Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, créé en décembre 2022. Pour lui, maintenir la paix et la sécurité, garantir la justice et les droits humains et favoriser le progrès social doivent demeurer au centre des actions collectives sur le plan mondial. Dans l'actualité également, la junte nigériane hausse le ton contre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans un communiqué lu à la télévision publique, le CNSP accuse le diplomate d'ingérence manifeste dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le communiqué stipule par ailleurs que le patron de l'ONU, je cite, s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Des accusations rejetées par son porte-parole, Stéphane Dujarric. Parallèlement, la junte a lancé des avis de recherche contre plusieurs personnalités de l'ancien régime. 26 personnes figurent sur cette liste, parmi elles l'ancien Premier ministre Oumoudou Mahamadou ainsi que l'ex-ministre des Affaires étrangères Assoumi Massaoudou. D'après un document des services de renseignement, ces personnalités sont impliquées dans une affaire de trahison et de complot. L'actualité, c'est aussi la visite du pape François en France. Le souverain pontife est arrivé ce vendredi à Marseille pour une visite de 2 jours. Ce samedi, il a appelé à la responsabilité européenne face à la question migratoire. Un message lancé lors de la 3e édition des rencontres méditerranéennes. La veille, le pape François avait aussi dénoncé, je cite, le fanatisme de l'indifférence relatif au naufrage de migrants en Méditerranée. Écoutons-le.
Chers amis, nous sommes à un carrefour. D'un côté, il y a la fraternité qui féconde de beauté la communauté humaine, et de l'autre, l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée. Nous sommes à un carrefour de civilisation. Nous ne pouvons pas nous résigner à voir des êtres humains traités comme des monnaies d'échange et emprisonnés et torturés de manière atroce. Et souvent, lorsque nous les renvoyons, ils sont encore emprisonnés et torturés. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur le flot doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Le ciel nous bénira si sur terre comme sur mer, nous prenons soin des plus faibles. Depuis plusieurs années, la Namibie est en proie à une sécheresse inquiétante, un fléau aux lourdes conséquences sur la sécurité alimentaire des habitants. Les faibles précipitations rendent les activités agricoles difficiles. Néanmoins, la Namibian Agronomic Board tente de trouver des solutions pour aider les agriculteurs. Marie-Raphaël Antolo. En Namibie, selon les données du Conseil agronomique, 695 000 personnes, soit environ 26% de la population, seraient actuellement confrontées à une situation d'insécurité alimentaire. D'après le Conseil agronomique de la Namibie, cette situation est due au fait que la Namibie est l'un des pays les plus arides d'Afrique subsaharienne et dépend essentiellement des eaux souterraines. En effet, seulement 2% des terres namibiennes reçoivent des précipitations suffisantes pour faire pousser des cultures. In Namibia, we face unique challenges in agriculture. En Namibie, nous faisons face à des défis uniques dans l'agriculture. Nous avons un climat aride, un mauvais état de terre et des ressources d'eau limitées. Toutefois, en tant que vrais pionniers, nous avons aussi trouvé des solutions innovantes pour prospérer malgré la condition. Notre chaîne de valeur agricole a fait preuve de résilience face à l'adversité en adoptant des pratiques modernes, des techniques de conservation et des méthodes durables qui n'ont pas seulement assuré la vie, mais aussi protégé notre précieux environnement. En Namibie, l'agriculture représente 4% du PIB national et près de 70% de la population dépend de l'agriculture pour leurs revenus et leurs moyens de subsistance. Cependant, le climat et les conditions géographiques du pays ne facilitent pas le développement agricole, notamment en termes de variétés de cultures vivrières. Les principales cultures du pays comprennent par ailleurs le maïs, le mil et le sorgho. La NAB est l'une des entreprises étatiques qui est financièrement solide pour soutenir ses opérations selon les termes de son mandat. Durant les 6 dernières années, la NAB a établi un fonds dédié à la récolte de fonds pour le développement des récoltes, pour assister ces entreprises à faire face aux calamités naturelles et pour assurer le développement de la chaîne de valeur. Bien que comparée aux autres pays de la région, la Namibie ne reçoit pas assez de cours d'eau pour favoriser ces cultures. Un total de 77% de la valeur combinée de l'ensemble des produits agricoles est exporté, tandis que 23% sont importés. Notons que la Namibie produit seulement 43% de la demande nationale en produits vivriers. Nous partons à présent au Sénégal où le gouvernement redouble d'efforts pour améliorer l'accès aux soins. Pour fortifier le système de santé, les autorités ont donc mis l'accent sur la construction d'infrastructures sanitaires. Un renforcement qui passe aussi par la numérisation. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du plan stratégique santé digitale 2018-2023, Nana Kamsoukom. À Dakar, au Sénégal, le centre hospitalier national universitaire d'Al-Adjam fait face à un afflux de malades depuis la fermeture de l'hôpital Aristide de Dunkerque. Doté d'une capacité maximale de 500 lits, des spécialités médicales et chirurgicales telles qu'un centre de transplantation rénale, un centre de traitement du cancer et un pôle mère et enfant, le centre hospitalier de Al-Adjam reçoit un nombre de patients supérieur à sa capacité, mais se rassure d'un service de qualité. Une situation qui a appelé l'ingéniosité du personnel soignant pour répondre aux besoins des patients. Le SAU ne refuse pas de patients. Par principe, nous recevons tous les patients. Il nous arrive d'avoir des accidents de grand nombre, il nous est arrivé. Certes, le personnel peut être débordé. Dans ce cas, on fait appel à nos autres collègues qui sont à l'intérieur, notamment la réanimation ou bien les autres secteurs.
et puis ils viennent en appui, mais quand même, nous faisons en sorte de recevoir tous les patients. Les opérations engagées par le gouvernement sénégalais pour moderniser le système de santé au Sénégal sont progressivement mises en œuvre au niveau des districts. Ainsi, chaque district sanitaire compte au moins un centre de santé, un établissement de santé secondaire doté d'une équipe médicale qui prodigue directement des soins et supervise les efforts de prévention déployés par le district. Un service qui est chargé de faire le tri des patients, de prendre rapidement les urgences, notamment les urgences vitales, et de les stabiliser et ensuite de les référer dans les autres services adaptés. Avec plus d'1 million d'habitants, le Sénégal compte 1500 postes de santé, 110 centres de santé et 40 hôpitaux. Pour améliorer l'accès universel aux soins de santé, le gouvernement a entrepris en 2017 numériser son système de santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.